Bonjour à tous et merci mesdames, messieurs, une fois encore d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Vous êtes sur Equinox Télévision. Le chef de l'État, Paul Biya, prend part à la 72e Assemblée Générale Ordinaire des Nations Unies qui se tient à New York aux États-Unis depuis mardi. Le président de la République a quitté Yaoundé jeudi en compagnie d'une délégation officielle composée de 7 personnes, dont 6 proches collaborateurs à la présidence de la République et un ministre, le ministre des Relations extérieures. Le président camerounais se rend à cette rencontre dans un contexte marqué par les tensions qui continuent de sévir au Cameroun, des tensions nées donc de cette crise dite anglophone qui traverse les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis bientôt un an, mais également la situation sécuritaire toujours préoccupante à l'extrême nord du pays, la situation sécuritaire à l'extrême nord du pays avec les affres de Boko Haram. Boko Haram continue donc de sévir dans cette partie du Cameroun. Au moins 150 personnes tuées depuis avril dernier, selon les derniers chiffres d'Amnesty International. Le chef de l'État doit prendre la parole à la tribune des Nations Unies le 22 septembre prochain. Alors, que peut-on attendre de cette allocution? Ce voyage à l'ONU revêt-il un grand enjeu, comme semblent penser les observateurs de la scène internationale? Le président Paul Biya a-t-il des arguments pour expliquer sans se condamner la situation dans son pays aujourd'hui à la communauté internationale? Nous parlerons de tout cela dans cette édition de Droit de réponse. Et justement, de ce pays, parlons-en. Dans la presse cette semaine, on pense également sentir l'arrivée imminente d'un remaniement ministériel. Des tractations seraient en cours pour se faire à la présidence de la République. Alors si oui, pourquoi un nouveau gouvernement à ce jour? Quelle peut être l'opportunité aujourd'hui de réaménager le gouvernement en place? Serait-ce donc une solution pour réconcilier les Camerounais avec les institutions, leur nation, renforcer tout simplement l'appartenance au Cameroun qui semble nous échapper? Alors on parlera également de cette situation dans cette édition de Droit de réponse. Et avant de refermer cette émission, un arrêt sur la notion de la démocratie dont la journée internationale s'est donc célébrée vendredi 15 juin. Voilà donc, mesdames et messieurs, les débats, les sujets en débat à ce jour dans cette édition. Mais avant, vous le savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo, comme d'habitude, pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bon dimanche Albertine et bienvenue à tous les panélistes. Alors on fait cette revue de presse avec ce round-up carrément de l'actualité ce dimanche. On reviendra sur ce voyage du président à l'ONU pour la 72e Assemblée Générale. Bien sûr, ce remaniement ministériel que semble sentir la presse cette semaine. On parlera également de la démocratie et un mot peut-être sur nos martyrs avant de refermer. Bien entendu, et puisque vous parlez de la 72e Assemblée Générale qui se déroule donc aux Nations Unies à New York, la presse a titré que Paul Biya était en route. C'était une presse en fin de semaine qui s'achève. Donc selon Cameroun Tribune, par exemple, donc le chef de l'État du Cameroun, invité par le secrétaire général des Nations Unies, n'est pas allé seul. Le journal précise que, hormis certains de ses proches collaborateurs, Paul Biya a également ajouté à sa délégation son épouse Chantal Biya. Cameroun Tribune, comme d'autres journaux qui traitent d'ailleurs du sujet, ne donne pas les raisons de l'invitation même de Paul Biya à cette Assemblée Générale, mais se contente simplement de citer les noms des membres de l'équipe conduite donc par le locataire du palais de Toudi à Yaoundé, dont on a pris tout cela dans le journal La Nouvelle Expression, qui n'a pas le titré sur le sujet à sa une. Donc, le chef de l'État fait savoir que le chef de l'État est donc à l'ONU et fait savoir par la suite que c'est l'une des rares occasions pour Paul Biya de négocier des rencontres avec les dirigeants de certaines puissances étrangères et même surtout de nouer des contacts, de bonnes relations aussi avec ses responsables. La Nouvelle Expression rappelle que le dernier cas, c'est bien entendu la rencontre avec le pape François. C'était donc au mois de mars dernier. Alors, voilà ce qui est du premier sujet. Le second sujet de cette autre édition de ce rendez-vous dominical concerne bien entendu le remaniement ministériel en rapport avec la crise qui secoue donc les régions anglophones. Info Matin, qui n'a pas raté l'occasion, fait savoir que des consultations secrètes se déroulent donc depuis quelques jours au Palais de l'Unité. Voyez-vous, Albertine, le tabloïd est donc même allé plus loin pour préciser que les dignitaires du régime, probables membres du gouvernement,
et haut gradé donc de la sécurité des fils a tout dit. Le journal précise que s'il y a certains qui rencontrent le chef de l'État ou qui ont rencontré le chef de l'État et d'autres qui ont rencontré le secrétaire général de la présidence de la République, de toute façon, le journal Info Matin révèle que un nom est régulièrement cité parmi les personnalités originaires des régions anglophones. Il s'agit bien entendu de Fayengo Francis qui pourrait occuper donc le poste de Premier ministre dans ce remaniement ministériel évoqué par la presse, comme l'autre solution à la crise anglophone qui semble donc se radicaliser malgré notamment la libération des leaders. Le même journal, le journal Info Matin, dans une autre livraison, a dit que ça sent mauvais, a tout dit. Dans le journal, on apprend que la messe sera donc dite dès le retour de Paul Biya, car avant son départ pour New York, il a tout apprêté et on attend simplement qu'il revienne pour notamment savoir qui sera à nouveau au gouvernement et qui ne sera pas. De toute façon, la presse est revenue à épiloguer là-dessus et nous présenter également quelques noms qui sont passés devant donc ces responsables, notamment le président de la République et bien sûr le secrétaire général de la présidence de la République cette semaine qui s'achève. Alors, comme troisième escale de ce rendez-vous dominical, parlons bien sûr de l'une des types de martyrs qu'il faut pour le Cameroun. On a évoqué notamment la nouvelle expression précisément qui rappelle que cela fait 59 ans que le secrétaire général emblématique donc de l'Union des populations du Cameroun a été assassiné donc dans le maquis de Boumébel le 13 septembre 1953. Explique les raisons pour lesquelles ces derniers restent donc l'un des martyrs sur qui le Cameroun devrait donc s'appuyer, notamment ses paroles, ses prises de position pour un changement positif dans notre pays, selon bien sûr la nouvelle expression, pour avoir défendu les intérêts du Cameroun à l'ONU à plusieurs reprises. Le quotidien du Carrefour Equinoxe à Douala fait savoir que si la proposition de Oumiobe avait été donc prise en compte et surtout appliquée, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui à vivre donc des conséquences d'une indépendance du Cameroun qui a précisé ou précédé la réunification des Cameroun français et même britanniques. Donc tout un dossier en tout cas pour comprendre exactement ce que l'on peut penser des martyrs et aujourd'hui cité par la presse la nouvelle expression comme étant le martyr sur lequel on devrait notamment s'appuyer pour y voir le changement de notre pays. Voilà du moins ce que la presse propose concernant les sujets traités par à droit de réponse ce dimanche. Merci Flavien Ndongo et bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous découvrons donc les panélistes et invités qui nous accompagnent pour cette autre livraison de droit de réponse. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir ce dimanche Maître Jean de Dieu Momo. Bonjour et bon dimanche à vous. Bonjour Adeltine, bonjour aux téléspectateurs de droit de réponse à Equinox. Bonjour le monde, bonjour à mes autres copanélistes que vous allez présenter. Merci à vous d'être là. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, défenseur des droits de l'homme. Vous êtes surtout le président du parti politique PADEC, récemment devenu patriote. Les patriotes, oui. Même comme à Yaoundé, ça traîne pour qu'ils ne changent pas encore, sous un prétexte que le gouverneur n'aurait pas transmis mon dossier, parce que normalement la hiérarchie veut que je dépose chez le gouverneur, ce que j'ai fait. Et si le gouverneur n'a pas transféré à sa hiérarchie, c'était pas mon affaire, c'est une affaire, n'est-ce pas, de l'administration. Donc j'espère que le gouverneur va transmettre mon dossier, ou s'il l'a transmis, qu'il va leur demander que, mais je vous ai transmis son dossier depuis temps considérable, parce que nous étions là en mai. Et je suis très fort heureux que vous m'ayez invité à ce droit de réponse pour que je profite pour dire cela. Et ceci étant parce que les patriotes sont à la suite du combat de nos pères fondateurs. Parce que lorsqu'on parle des martyrs, on parle des martyrs des patriotes. On ne parle pas des martyrs de ceux qui les ont assassinés. Très bien. Merci d'être là. Professeur Charlemagne Messanga Nyamding, bon dimanche à vous et merci d'être sur ce plateau. Bon dimanche à vous et à tous vos invités, ici co-panélistes, et surtout merci pour cette invitation citoyenne. Au moment où effectivement les Camerounais pensent que on peut avoir encore des hommes et des femmes qui analysent la situation sociopolitique pour eux à l'effet de rebooster leur morale. Parce qu'en réalité, vous verrez que le président Paul Biya a confié certaines responsabilités à des compatriotes, mais il faut le dire aujourd'hui, beaucoup l'ont trahi et ne sont pas à la hauteur.
Merci d'être là. Vous êtes universitaire, enseignant à l'IRIC, chef département de l'intégration et de la coopération, et vous êtes surtout membre du comité central du RDPC. C'est cela. Merci. Merci. Alain Djipou, bonjour et bon dimanche à vous. Bonjour, bon dimanche Albertine, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réponds positivement à votre invitation. Je voudrais dire un chaleureux bonjour à tous vos téléspectateurs et singulièrement les aficionados de ce programme dominical. Merci à Alain Djipou, grand reporter en service au quotidien Le Messager, bien sûr, journaliste. Edmond Kamga, bienvenue à vous et bon dimanche. Bon dimanche Albertine, je salue tous les copanélistes, je salue tous les téléspectateurs et je salue surtout ceux qui se battent pour la liberté et la démocratie au Cameroun, parce que cette semaine a été marquée par deux dates majeures. Le 13 septembre, qui est l'anniversaire, n'est-ce pas, la commémoration de l'assassinat de Ruben Omiobé. Il y a eu des événements, on le sait, à Ezeka et un peu partout dans les partis nationalistes et UPCistes. Il y a également eu la date du 15 septembre, qui est la Journée internationale de la démocratie, ce qui me permet de saluer tous les démocrates au Cameroun et partout à travers le monde. Et nous commencerons justement par cette démocratie dans cette édition de Droit de Réponse. Le temps pour moi de rappeler que vous êtes journaliste et que vous êtes consultant pour cette émission. Vous êtes chef politique, chef service politique et politique internationale au quotidien La Nouvelle Expression. Tout à fait. Je le disais donc tout à l'heure, le chef de l'État Paul Biya est à New York où il prend part à la 72e Assemblée Générale Ordinaire des Nations Unies. Le chef de l'État se rend à cette rencontre dans un contexte particulier, contexte marqué par les tensions encore perceptibles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également la situation sécuritaire toujours précaire à l'extrême nord du pays avec les attaques terroristes de Boko Haram qui continuent de sévir. Mais avant cela, je propose que l'on s'arrête justement sur cette journée importante que vous venez de citer, cette journée du 15 septembre, journée mondiale de la démocratie, occasion de réexaminer donc l'état de la démocratie dans le monde, mais surtout au Cameroun. Et à ce sujet, justement, La Nouvelle Expression a fait tout un dossier vendredi consacré à cette journée. Edmond Kamga, tableau bien sombre que La Nouvelle Expression a donc fait à cet effet, dressé à cet effet, prise d'otage du calendrier électoral. On a parlé du Conseil supérieur de la magistrature dépendant, des photos du chef de l'État dans les tribunaux. Alors, si l'on s'arrête à ce dossier de La Nouvelle Expression, est-ce que l'on peut penser aujourd'hui que la démocratie est un vain au Cameroun? La Nouvelle Expression a fait ce que j'appellerais un miroir, n'est-ce pas, de la société camerounaise en matière de réalité ou d'absence de réalité des libertés et de la démocratie au Cameroun. Nous observons qu'un certain nombre de pas, n'est-ce pas, ont été franchis, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore, comme pour dire que beaucoup de choses restent à être encore réalisées. En fait, le gros problème, c'est que dans ce pays et aujourd'hui, en considérant le dossier que La Nouvelle Expression, n'est-ce pas, a publié, on voit bien qu'il y a beaucoup de boulot d'étranglement. Autant officiellement, les gouvernants se prévalent, n'est-ce pas, de ce que le Cameroun est en voie de démocratisation et en train de poser petit à petit les pas qui vont nous amener à être un État démocratique, autant on se rend compte qu'il y a des obstacles qui sont suffisamment entretenus par les autorités administratives sur le terrain pour empêcher l'expression libre des partis politiques et des organisations de la société civile. Ce sont ces éléments-là, ces cas de figure qu'on a pu lister autant sur la pratique de la démocratie que sur la manière dont les autorités annoncent et font respecter la règle de droit. Parce que la démocratie va également avec la règle de droit. Or, ici, dans notre pays, on se rend compte que très souvent la règle de droit est violée, est foulée aux pieds, et ce qui n'est pas de nature à favoriser, n'est-ce pas, le fair play qui doit présider dans la pratique de la démocratie. Alain Djipou, le Cameroun, un pays démocratique ou pas, tout simplement? Je crois que c'est une grosse préoccupation. Et pour répondre franchement à votre interrogation, il faut se situer sur une double perspective. D'abord, faire une analyse qui tienne compte des acquis qui ont été consolidés
des avancées, c'est ça que j'appelle acquis, et ensuite des comportements qui sont de nature à remettre en question la construction d'une dynamique démocratique au pays. Donc pour le premier palier, je voudrais quand même noter que effectivement, au lendemain des années de Brest 90, où nos héros, nos valeureux héros ont combattu de leur vie pour que la liberté soit une réalité au Cameroun, il y a eu des lois qui ont été effectivement votées pour que cette liberté, pour que la société ait accès à l'information, pour que la société soit libre de s'exprimer, surtout de façon responsable. Et donc, après ces avancées, après ces acquis qui ont été chèrement consolidés, on a observé comme des actes attentatoires aux bonnes mœurs démocratiques. Edmond Kambi a avancé dans son analyse tout à l'heure, quelques grandes lignes. Je voudrais insister sur les actes perpétrés, on va le dire comme ça, par certaines autorités administratives qui remettent en question la liberté d'expression. La liberté d'expression étant, si vous voulez, ce que le sang est à l'organe humain, c'est-à-dire ça fait partie de l'ADN même de la démocratie. Et du moment où les hommes, les citoyens, la société civile, l'Église, les associations ne sont plus autorisés, ne sont plus à même d'organiser des manifestations publiques sur la place publique, il y a de sérieuses inquiétudes que nous devrions avoir. Vous savez très bien que on est entouré d'éminents hommes politiques. En dehors de quelques exceptions près, tous les meetings politiques du RDPC n'ont jamais été suspendus, n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque interdiction. En revanche, on a observé à la lumière d'un certain nombre de comportements relevant des actes parfois qu'on peut qualifier d'abus d'autorité de certains chefs terres qu'on appelle sous-préfets qui ont pris sur eux, n'est-ce pas, d'empêcher aux hommes politiques de s'exprimer à travers leurs organisations politiques et partis politiques. On a même vu d'ailleurs toute une église qui a pignon sur lui dans ce pays, voir une conférence interdite encore par la même autorité administrative. C'est pour dire que si l'on ne prend garde, il y a des comportements délictuels de cette nature qui portent de sérieux coups à notre jeune démocratie. Et j'ai la faiblesse de penser que nous ne sommes pas encore dans un état purement démocratique, compte tenu de ce que l'état de droit, ça reste un vain mot au pays. Vous savez très bien que beaucoup de décisions de justice sont foulées aux pieds par ceux qui sont supposés veiller au bon respect, n'est-ce pas, des décisions de justice. Et les droits de l'homme, il y a un militant à ma gauche, il va vous en dire un peu plus. Les droits de l'homme sont bafoués au quotidien, les droits des détenus, les droits à l'éducation. Vous voyez, on en parle, on est au lendemain de la rentrée scolaire, il y a encore des enfants qui sont pas inscrits, il y a des enfants, à cause d'un certain nombre d'entraves, justement, qui empêchent nos enfants d'accéder à la connaissance. Il est de même, parce que pour faire ce tableau, on ne saurait ignorer également la presse, qui est également un maillon essentiel de la chaîne démocratique dans une nation, dans un pays comme le Cameroun. La presse, je voudrais juste rapidement dire un mot pour dire que, en réalité, si on n'a plus besoin d'aller au maquis pour s'exprimer, comme disait l'autre, il reste quand même qu'il y a des pesanteurs, il y a comme une sorte d'épée de Damoclès suspendue sur la tête des organes de presse. Et l'environnement économique n'est pas favorable à une émergence, j'allais dire, libre, n'est-ce pas, de la presse. Professeur Messanga Yamzing, votre avis sur le sujet, peut-on être 30 ans après, plus de 30 ans après, toujours sur le chemin seulement de la démocratie, ou aujourd'hui on peut dire que le Cameroun n'est pas du tout un État démocratique finalement? Oui, mais moi je suis un peu scandalisé quand j'écoute les Africains, et je me m'étais choqué quand j'écoutais Maître tout à l'heure, parce qu'en fait, s'il a raison dans son point de repère lorsqu'il parle de la démocratie, je suis choqué parce qu'il présente et il parle de la démocratie occidentale. Et c'est malheureux parce que les Africains se plaignent de ce que leur culture ont foutu le camp. Ils se plaignent de ce qu'on a institutionnalisé dans leur pays par moment l'homosexualité.
Il se plaint de ce que les francs-maçons et les gens des loges ou les rosicruciens ont occupé tous les postes au sein de la nation. Mais en même temps, ils oublient qu'il s'agit parfois, lorsqu'on dénonce ces méfaits, la pauvreté, l'absence de l'eau, ils oublient qu'en fait, il s'agit d'une démocratie occidentale qui confère à certains individus des pouvoirs, le pouvoir de décider. Et quand vous occupez une fonction de pouvoir conformément à une loi, que cette personne soit compétente ou pas, celui qui nomme la personne jouit d'une légitimité qui fait de la personne un responsable. Alors quand vous me dites 30 ans après, non, moi je suis professeur de sciences juridiques et politiques, et quand moi j'entre dans un amphi, je dis toujours à mes étudiants qu'il y a deux perceptions de la démocratie. D'abord, il y a la démocratie telle qu'on la vivait dans toute l'humanité, toutes les civilisations humaines, et je vais terminer sur ces deux points rapidement. Quand on va voir l'Égypte ancienne, vous allez voir que, en utilisant même certaines expressions, il y avait l'école de Thèbes et l'école de Memphis. Et la démocratie, dans ces sociétés antiques, et même bien avant l'Antiquité, était essentiellement un type d'organisation qui conduisait la société vers le bien-être. La démocratie, c'est quoi? C'est le bien-être et c'est le développement. Dans sa progressivité, tous les Grecs qui sont allés étudier en Égypte, les Platon et les Aristote et bien d'autres, et les Pythagore, ont donc volé ce type de perception de la démocratie africaine que vous retrouvez encore dans nos villages. Prenez les sociétés bamileke, vous allez voir que l'organisation politique de la société bamileke produit le développement. Chaque nom, la tagne, la magne, le soufo lui-même, qui est l'ami du chef, a un statut. Vous allez chez les nordistes, le poulakou. Vous allez chez les Bétis, le zomlo. Donc vous voyez que la faillite de l'État africain postcolonial, c'est ce que nous venons d'entendre ici. Parce que les Africains ont oublié qu'en avant, si on restait dans notre coutume et dans notre tradition africaine démocratique, ils allaient comprendre que la démocratie, c'est le bien-être, c'est le partage, c'est la générosité. Lorsque vous l'avez dit, oui. Lorsque vous l'avez dit, professeur, vous voulez dire qu'on est un peu perdu avec cette démocratie qu'on a importée. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors, ce que je vais donc dire, c'est que malheureusement, nous vivons au temps de l'Occident. On a connu l'esclavage, on a connu la colonisation. Donc, et le type de démocratie que Maître d'ailleurs brillamment ici c'était pas Maître, c'était Alain Djipou, le journaliste. Oui, Alain Djipou. Ah, pardonnez-moi, excusez-moi. Vous en prie, la proximité. Oui, alors, merci. Géographique. Bon, alors, ce qui m'a gêné, c'est qu'il nous a donc décrit la démocratie occidentale, qu'on explique parfois à ceux qu'on forme, et on leur dit ceci: Demos, il faut le rappeler, c'est peuple. Kratos, c'est pouvoir. Mais quand vous faites un lien avec la démocratie africaine et universelle, vous vous rendez compte que c'est le pouvoir quand même qu'on donne au peuple. Or, cette démocratie aussi, qui est mal définie, je voudrais terminer rapidement là-dessus, repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est le vote, la liberté, dont le pouvoir à donner au peuple à choisir librement et à s'exprimer librement. Mais le deuxième pan de cette démocratie occidentale, il faut aussi le dire, même si les gens, c'est la condition de vie du peuple. Or, si vous faites une synthèse entre la démocratie africaine et cette démocratie, vous verrez qu'en réalité, un peuple qui vit mal, qui est vilipendé, qui est mal gouverné, qui est tenu par des diaboliques, des sectaires, un peuple où on ne valorise plus la compétence, effectivement, ce peuple n'a plus de pouvoir. Pouvoir de s'exprimer, pouvoir de faire développer l'État. C'est pourquoi, effectivement, parlant du Cameroun, je suis là-dessus, il faut reconnaître que notre école et notre université déjà posent un problème démocratique. C'est pourquoi je dis nous tendons vers la démocratie. Je ne peux pas me permettre ici de dire que la démocratie au Cameroun est parfaite. Maître Jean-Dédieu Momo. Je suis heureux de pouvoir rejoindre le professeur Niamdi dans ses conclusions et dans son développement. Je croyais qu'il pensait que je puisse être contraire à cela. Je m'excuse. Je suis en fait, ça dit en parfaite symbiose avec ce qu'il dit. D'autant plus que je vais plus loin. Pour dire que nous avons hérité d'un système colonial qui n'est pas le nôtre. Le système colonial qui a érigé notre pays en État a laissé, n'est-ce pas, au pouvoir la droite française. C'est la droite du général de Gaulle qui a mis au pouvoir des gens qui étaient supposés faire son prolongement.
c'est-à-dire le prolongement de la tutelle. Et ils ont été au pouvoir contre les nationalistes UPCistes qui revendiquaient la réunification et l'indépendance. Donc contre le peuple camerounais qui revendiquait son impérium, nous avons perdu la bataille de 1960, mais nous nous comportons aujourd'hui comme si nous avions perdu la guerre. C'est-à-dire que la bataille de nos pères fondateurs n'a pas été reprise par les partis de gauche. Parce que les partis de droite, et donc l'UC, l'UNC, le RDPC, qui sont des partis issus de la droite française, ont installé le système de la démocratie française ici. C'est exactement la même chose que vous pouvez décliner en droite et en gauche. Et donc, de ce point de vue, interroger l'Africain que je suis sur l'avancée de la démocratie, je dis que c'est une démocratie émasculée, parce que est complètement transmis ici. C'est même en réalité une dictature sous la forme d'une démocratie. Pourquoi? Parce que le statut, la constitution qui a présidé à l'indépendance du Cameroun est la constitution non pas de la 5e République comme j'ai appris à l'université, mais la constitution de la 4e République française. Puisque le général de Gaulle venait d'instituer la constitution de 58, qui est la constitution de la 5e République. Il n'a pas pu transmettre ça au Cameroun en 1960. C'est la 4e, les constitutionnalistes français qui ont présidé à la mise de la fondation de notre pays, ont fait la fondation de la 4e République, qui elle était rejetée par la France, qui elle a été neutralisée même pas par la Révolution française. Donc comment vient-on mettre... Si, je crois que le professeur Messanga Niamdi et moi devrons également être d'accord que quand nous grandissions, puisqu'il est du même âge que moi, quand nous grandissions, on entendait parler des pleins pouvoirs de Aïdjo. Les pleins pouvoirs. Ouais. Ça a été discuté longtemps. Parce que les pleins pouvoirs permettent au chef de l'État seul de signer au nom du peuple. Ouais. Et donc, si le chef de l'État est contrôlé par l'extérieur, et que l'extérieur lui dit signe tel contrat, il va signer. C'est ça qui fait la différence avec le système parlementaire, où c'est les membres du Parlement et donc les députés qui gouvernent. Donc, de ce point de vue, notre système traditionnel, que le professeur Messanga Niamdi, encore une fois, je dois saluer, a magnifié, était un bon système parce que c'est un système qui se rapproche au système parlementaire. Nous, on a un roi, un chef Bamileke, mais qui est entouré des notables. Et les notables là sont un peu ce qu'on appelle les parlementaires. C'est eux en réalité qui tiennent la décision. Quand ici, bien quand le chef de gamme, les notables pouvaient l'arrêter et aller tuer dans la gamme là-bas. Et celui qui est mort, ils vont le remplacer. Mais lorsqu'on regarde un peu la démocratie telle qu'elle est menée au Cameroun aujourd'hui, on a le Parlement qui devrait jouer le même rôle. Non, c'est notable que vous... Non, Albertine, pourquoi? Parce que le système émasculé, hérité de la colonisation, fait en sorte que ce soit le parti gaulliste et de la droite qui soit aux affaires et utilise le même système qui n'est pas un système patriotique. Je vous donne un exemple très clair. Le MCAM est complètement abandonné. Konsaba a été également abandonné aussi. Et pourquoi? Parce que et n'oubliez pas que le Sérail, avec un certain frère ministre que vous avez connu, ils ont failli me tuer parce que je disais que Yabassi n'a rien. Oui, non, c'est la vérité. Pourquoi? Je vous dis que c'est un système de clientélisme et donc qui se venge. Si tu n'es pas mon client, je me venge sur toi. Le CAM a été abandonné parce qu'il a abrité les maquisards. Le CAM, les Bassa, le Konsamba, le Rail. Alain Djipou ne semble pas être totalement d'accord avec vous. Alain, je voudrais quand même apporter peut-être une petite nuance. Maître, vous allez me permettre de passer un mot. On va rapidement sortir. Alors, donc, je voudrais rapidement dire que, en fait, on ne peut pas quand même tout mettre sur le dos de la colonisation. Parce que, voyez-vous, je crois que ceux aujourd'hui ceux qui ont hérité de l'administration coloniale, c'était plus des Blancs, c'était nos frères, c'était nos compatriotes. Et donc, ils n'ont pas su renégocier notre indépendance totale.
Et je crois que c'est ça le véritable problème. Et on a le sentiment qu'il y a aussi un déficit de patriotisme. Parce que j'ai le sentiment que nos compatriotes qui ont justement l'administration, qui ont hérité de l'administration coloniale, ne se comportent pas comme des gens qui travaillent pour ce pays. Et donc, ça fait donc que... Et ça fait donc qu'on a la faiblesse de penser que nous sommes un peuple extraverti. Nous sommes un peuple qui n'a pas de leader, un peuple qui ploie sous la pression, n'est-ce pas, des suppôts de l'administration coloniale qu'on a placé ça et là et de génération en génération pour que cette nouvelle forme de colonisation s'accentue et se perpétue. On va sortir par là, professeur Messana Amdine. Il faudrait aujourd'hui revoir, contextualiser peut-être la notion de démocratie, selon vous, dans nos pays africains, au Cameroun par exemple. Alors, en nous référant à l'Égypte et à nos traditions qui sont vivantes, hein, vous pouvez aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vous allez voir que l'organisation traditionnelle qui est sur la dictature administrative. N'oubliez pas que lorsque vous prenez l'enseignant de droit le plus brillant, de droit positif, il vous dira qu'un chef c'est un auxiliaire d'administration. Vous verrez symboliquement d'ailleurs qu'on appelle le sous-préfet chef de terre. C'est-à-dire voilà un étranger qui arrive au pays où il trouve des individus et on dit que c'est lui qui connaît la terre, là où les gens ont leurs ancêtres. Donc vous voyez que ce sont des dysfonctionnements, des dichotomies qui sont en réalité inacceptables. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est notre école. Prenez tous les champs sectoriels. Je prends tout simplement le champ du droit que Maître a si bien fait d'évoquer. Quand il y a la justice, et lisez le code pénal, le code de procédure pénale, vous allez voir que le code pénal, aussi bien que le code de procédure pénale, tue toute l'organisation traditionnelle, toute l'organisation juridique traditionnelle. Vous prenez un cas tout banal. Quand on vous porte par exemple plainte pour atteinte ou trouble de jouissance. Si nos magistrats, même là, étaient, pour certains, ils sont bien formés. Mais moi, quand j'interviens à l'ENAM, aussi bien sur le plan technique, je dis toujours que les magistrats prêtent serment à l'effet de respecter la coutume et le droit positif. Mais sur le terrain, est-ce qu'ils le font? Le gars va vous sortir tous les articles, mais il va oublier une chose, c'est que dans la tradition, quand vous venez cultiver sur la terre d'un individu, l'affaire arrive sur le chef va vous dire à qui appartient cette terre. On dit c'est pour telle personne. Celui qui est venu cultiver, on va lui dire mais qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Or, le droit positif colonial, eh bien, vous pouvez avoir votre propriété. Un tiers vient construire ou planter des vivres là-bas. Si vous détruisez parce que c'est votre propriété, le droit colonial judiciaire vous met en prison. Très bien. Donc ça veut dire que, vous voyez que la justice traditionnelle, que connaissent mal certains magistrats, certains professeurs de droit, moi je suis scandalisé, comme il a dit, et je vais chuter là-dessus, du point de vue du droit, quand je vois des personnes faire la confusion entre la dictature conviviale des institutions que nous avons adoptées, et vous avez des individus qui vous disent que la loi est dure, mais c'est la loi. Non, dans les coutumes, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, même d'autres vulgaires et petits juristes... Sauf que ce ne sont pas les coutumes. Oui, je vous donne un autre élément. D'autres vous disent que... C'est la loi qui est appliquée dans le pays. Vous arrivez dans un village, quelqu'un vous dit... La coutume est sur ce droit. Quelqu'un vient vous dire, nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que c'est vrai? C'est faux dans les traditions. Lui-même, il connaît la loi. La loi, c'est l'initiation. C'est ce que l'Occident appelle l'éducation en relation donc avec la démocratie. La première chose, c'est que la démocratie, en réalité, c'est le pouvoir à rendre un peuple heureux. Dans un pays où les jeunes n'ont pas de travail, dans un pays où une minorité a volé tout l'argent, je vous dis que 80% des individus, au moment où on vous dit que l'État souffre, il n'y a pas de liquidité, c'est l'État, mais les individus, certains petits individus, ont des liquidités au plafond et dans l'État. Très bien. Donc ça vous dit que la démocratie, tant que le peuple vit mal, vous avez dû beau dire que un homme, une voix lors des élections, tant que le peuple souffre,
Comme on voit ici, regardez les rues de Douala. Très bien. Merci, professeur Messanga. Merci. Ces systèmes ne sont pas démocratiques. C'est vers cela que moi je voudrais que se retourne notre réflexion. Merci. Je suis d'accord. Revenons donc à présent à ce voyage du chef de l'État Paul Biya à l'ONU. Ce n'est pas la première fois que le président se rend à ces rencontres. Nous reviendrons. Tout cela est important. Tout cela est important, maître Jean de Dieu Moreau. Ce n'est donc pas la première fois que le président se rend à ces rencontres des Nations Unies, mais pourtant pour des observateurs, l'on pense que cette participation à la 72e Assemblée Générale des Nations Unies sera particulière et de mon Kamga. Est-ce que vous êtes du même avis? Le contexte peut-être est particulier cette fois-ci avec ce voyage du chef de l'État. Vous pensez que ça représente un enjeu majeur pour le Cameroun, ce voyage pour la 72e Assemblée des Nations Unies? Ce qu'il convient de dire, c'est que c'est un rendez-vous annuel. C'est-à-dire chaque année, au mois de septembre, s'ouvre, n'est-ce pas, l'Assemblée Générale de l'ONU. Cette fois-ci, c'est la 72e. Et puis, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent dans le cadre d'un certain nombre de débats. Il y a le débat général, il y a des rencontres qui sont faites de façon formelle, de façon informelle. Les chefs d'État débattent des problèmes que l'ONU a considérés comme étant des problèmes saillants, les problèmes les plus importants du moment à travers le monde. Et il y en a un certain nombre. Et je vais ici préciser que la plupart des préoccupations actuelles à l'ONU sont celles que le Cameroun connaît. J'en citerai 3, tout simplement. La lutte contre le terrorisme. Le Cameroun est en guerre contre des terroristes dans la partie de l'extrême nord, contre Boko Haram. Et c'est un des chantiers importants qui sera débattu, n'est-ce pas, au niveau de l'ONU. Il y a la question des réfugiés et des migrants. Le Cameroun accueille des centaines de milliers de réfugiés qui nous viennent des crises liées au terrorisme dans la partie de la frontière avec le Nigeria et l'instabilité en Centrafrique. Ça, c'est la question des réfugiés, à laquelle s'ajoute la question des migrants pour l'Europe, qui est obligée d'accueillir des migrants et des réfugiés qui viennent à travers le monde, notamment dans des zones où il y a des conflits. Il y a, en dehors de ces deux grands chantiers, il y a le problème du changement climatique. L'accord de Paris, il faut faire le bilan, il faut faire le point. Il faut amener les États, et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a régulièrement convié les États à prendre part, à être partie prenante, n'est-ce pas, de cet accord-là, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, cette diminution de l'effet de serre, qui est pas aujourd'hui. Quels sont les pays aujourd'hui, quand on regarde les chaînes internationales, les plus touchés par les inondations, par la sécheresse, par le feu, les incendies? Ce n'est pas forcément l'Afrique. Ce sont les pays occidentaux. Les États-Unis, on voit tout ce qui se passe là-bas. C'est vrai, Sierra Leone, on a vu des situations très embarrassantes, les éboulements de terrain, mais nous-mêmes, on a connu ça dans la région du Sud-Ouest. C'est pour vous dire que le Cameroun est particulièrement concerné par tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Maintenant, le voyage du chef de l'État, je disais que c'est un rendez-vous annuel. Il a été invité par le secrétaire général de l'ONU. C'est un rendez-vous annuel, je l'ai dit, tous les chefs d'État sont invités, sont conviés. Ils doivent y prendre part, parce que leur présence est importante pour faire avancer les questions majeures qui concernent le monde entier, mais également l'Afrique et le monde. Et en termes d'attente pour le Cameroun, n'oublions pas qu'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée au cours de l'année ici au Cameroun, a été à Yaoundé, a fait un tour dans la partie de l'extrême nord, a avoué le fait que le Conseil de sécurité aurait dû donner un coup de main au Cameroun dans sa guerre contre Boko Haram. A avoué un certain nombre de manquements par rapport même aux réfugiés. L'ONU a reconnu qu'elle n'aidait pas suffisamment le Cameroun. Donc c'est des occasions comme ça qui vont permettre aux chefs de l'État sur le terrain là-bas à New York, n'est-ce pas, en rencontrant ses homologues sur le plan international, mais également les responsables de l'ONU, de faire en sorte que un certain nombre de choses puissent être concrétisées. Très bien. Alors, Alain Djipou, certes, la situation sécuritaire précaire dans la région de l'extrême nord, il y a également cette affaire de réfugiés, mais il y a ce problème anglophone qui semble cristalliser aujourd'hui toutes les attentions. Et ce sera la première fois que le président Paul Biya peut-être en parlera devant ses pairs à l'ONU. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est un président qui a des arguments pour parler
parler de expliquer cette crise aux Nations Unies. Il faut noter que le chef de l'État prendra la parole le 22 septembre prochain. Il faut noter que Antonio Guterres a félicité le chef de l'État, il a félicité le Cameroun d'ailleurs avec la libération des 5 anciens détenus de la crise anglophone. Il faut noter tout ce qu'on a eu comme dernier développement dans cette crise et ces activistes qui ont saisi d'ailleurs la Grande-Bretagne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président de la République, c'est un président qui a les arguments pour parler de cette crise-là, qui certainement ne pourra pas être éludée dans son discours du 22 septembre prochain? Moi, je ne voudrais pas lire dans une boule de cristal, mais moi, je voudrais quand même ne pas être d'accord avec mon ami Edmond sur cet optimisme en ce qui concerne les attentes qu'on peut espérer, n'est-ce pas, avec la participation du chef de l'État à ce sommet, à cette Assemblée générale de l'ONU. Pour la simple raison que vraiment il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est un voyage d'agrément, c'est un voyage, c'est la villégiature à la limite. Il ne faut pas s'attendre à ce que, après son discours de jeudi prochain, que l'ordre mondial soit changé, qu'il y ait des bouleversements sur l'échiquier planétaire parce que M. Biya a pris la parole devant ses pairs à l'ONU. Non, même pas au Cameroun. Non, vraiment, je crois qu'il faut savoir raison garder, il faut savoir toute proportion garder, il vaut mieux ne pas s'emballer dans un certain optimisme béat, il ne faut pas s'attendre à grand chose de ce côté-là. Donc, mais en revanche, ce serait peut-être l'occasion de poser véritablement le problème que nos compatriotes anglophones essayent de soumettre sur la table, à savoir la sécession, tantôt le fédéralisme, la forme de l'État que devrait prendre le Cameroun. Encore que l'ONU doit être interpellée parce que c'est un problème dont les racines sont coloniales et donc il y a une part de responsabilité de l'ONU dans la crise anglophone, c'est-à-dire que c'est l'ONU qui a décidé, moi je ne sais pas si mes souvenirs sont exacts, du sort du Cameroun lorsqu'il fallait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il fallait décider, n'est-ce pas, des possessions allemandes. Voilà. Il fallait donc décider qui, soit l'Angleterre, soit la France, qui devrait diriger, administrer le mandat. Le Cameroun. Et donc, c'est cette part de responsabilité-là qui incombe aujourd'hui à l'ONU. S'il y a donc une crise anglophone, ça veut dire que l'ONU est comptable de ce qui nous arrive aujourd'hui également. Et donc, de ce point de vue, peut-être des échanges que Edmond Kambi a appelés informels peuvent permettre de faire un certain lobbying sur des propositions concrètes de voies de sortie de cette crise que le gouvernement et son chef ont mis sur pied pour pouvoir résoudre durablement cette crise. Finalement, donc, ça servira à quelque chose, ce voyage? Non, parce que les solutions, on les connaît. Très bien. On les connaît. Professeur Msanga-Mding, sur ce voyage-là, cette participation du chef de l'État à la 72e Assemblée de l'ONU, vous voyez-vous aussi des grands enjeux, par exemple pour la crise anglophone, avec le discours qui sera dit le 22 septembre prochain? Non, moi, je suis souvent étonné lorsque j'écoute Alain. Je ne savais pas que ce type de personne existait encore. C'est-à-dire capable, sur un plateau à Mondiaux Vision, dire que un chef d'État va en voyage, en villégiature aux Nations Unies. C'est quand même scandaleux. Mais c'est bien aussi de voir jusqu'à quel point les Africains traitent eux-mêmes leurs gouvernants. Même si je reconnais que il y a un ras-le-bol qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi une forme d'expression qui tend à démontrer que les gens, les individus sont mécontents. Mais moi, je voudrais rester lucide. Je crois que ce voyage à la 72e session, comme l'a dit Edmond, c'est un rituel international, mais qui permet de sensibiliser ceux qui décident pour ce monde. Parce que n'oubliez pas que l'ONU, en 1945, sa création consacre ce qu'on peut appeler, ce que nous appelons, nous, dans les relations, en matière de relations internationales, la consécration de l'intergouvernementalité universelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'Occident prend bien conscience qu'ils nous ont fait trop de mal aux Noirs, parce que quand vous visitez l'histoire,
entre les Noirs, je parle même de la race noire et l'Occident, la relation a été très dure. 14e, 20e siècle, c'était l'esclavage. 6 siècles. Et après l'esclavage, les Occidentaux, dont les Blancs, n'ont pas cru bon voir les Africains aussi décider de leur sort. Ils ont découvert la machine et ils ont substitué l'esclavage à la colonisation avec le fameux traité de Berlin qui a duré de novembre 1884 à février 1885 où c'était encore une forme d'esclavage. Voyant qu'ils se sont battus entre eux avec le nazi, le fascisme, ils sont même passés par la Société des Nations où les Africains étaient encore sous domination. Ils ont estimé effectivement, avec une vieille résolution que les juristes internationalistes appellent la résolution 15-14-15 de 1960, vous voyez maître. Bon, et c'est cette résolution donc sur la libération des territoires et des peuples coloniaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces mêmes esclavagistes décident que enfin ils peuvent s'asseoir avec les nègres. Et aujourd'hui, l'ONU est donc le symbole de cette affaire qui tend à montrer que nous pouvons quand même sensibiliser la scène internationale quand on a des problèmes. Sur le plan économique, les anciens esclavagistes ont mis en place le FMI et la Banque mondiale. Sur le plan commercial, ils ont mis en place l'OMC, dont l'ancêtre est l'ITO, International Trade Organization, et puis le GATT, qui sont en réalité des instruments qui tendaient à renforcer la sécurité d'abord en Europe. Bon, maintenant, on peut en profiter pour être écouté. C'est pourquoi ce voyage est important, et je chute là-dessus, parce que le président Paul Biya va effectivement sur la table, une fois de plus, poser d'abord le problème de la pauvreté, parce que tout ce qu'on dit là, la démocratie et tout ça, tant que les pays très riches, même si nous avons des grands détourneurs chez nous, ne font pas un effort de solidarité à travers les Nations Unies qui ne nous servent quand même peut-être à quelque chose, mais pas totalement à quelque chose, eh bien, on aura toujours des guerres. Et là, je partage au moins un point important d'Alain lorsqu'il dit ici que la crise anglophone est un héritage de la mauvaise conscience des Nations Unies. Ce sont les Blancs qui nous ont amené cette affaire. Ça n'a pas seulement eu cet état de fait, ne s'est pas seulement matérialisé au Cameroun. Regardez la Corée aujourd'hui. Regardez à côté de nous le Soudan. Regardez certains pays qui sont divisés du fait de l'intérêt des Blancs. Donc moi je pense que... La Libye aujourd'hui. Et regardez même la Libye. La Libye est une conséquence effectivement d'une domination internationale très forte. Alors je veux chuter pour dire que lorsque nous parlons de nos héros, nous en avons eu. Et je crois que même si on n'aime pas Paul Biya ou le président Amadou Ahidjo, ils ont eu le mérite de s'inscrire dans ce que j'ai appelé dans mes travaux la diplomatie de la revendication. Parce que Rodolphe Douala Mangabel et Martin Paul Samba étaient dans la revendication. Oumiobe, Ernest Wangé et les autres étaient dans la revendication. Et lorsque le président Ahidjo, aujourd'hui le président Biya, sont arrivés au pouvoir, ils sont aussi entrés dans la diplomatie de la revendication. Vous verrez pour preuve, Africa 21. Et je termine là. Le président Paul Biya, du point de vue des relations internationales, a posé le problème de la place de l'Afrique à la gouvernance internationale. Bon, maintenant, il va négocier parce qu'effectivement, nous avons mal géré nous-mêmes le problème anglophone et il ne serait pas mauvais qu'il évoque les questions de pauvreté et qu'il rassure encore l'opinion en montrant effectivement que les Camerounais feront un effort à l'effet de gérer la crise anglophone. Maître Jean de Dumomo, que peut-on attendre de ce voyage, cette participation? Oui, je pense que, dans la suite du professeur Sagami Andim, je pense que effectivement c'est un voyage au cours duquel le président devrait affronter les Nations Unies en général, c'est-à-dire que les leaders du monde et ceux-là qui dirigent. Je crois qu'il est parti dans ses valises avec son scribe, avec Luc Sinjun, qui est professeur de sciences politiques et conseiller politique à la présidence, ce qui évoque donc les questions politiques d'une importance seront sur la table, notamment le problème anglophone qui a été négligé dès le départ. Je crois que ce problème prend de l'ampleur, une véritable ampleur qui risque de conduire à la sécession. Et je crois que les Nations Unies seraient le lieu où le président va effectivement prendre conscience de ce que ce problème a traversé les frontières. Parce que
Nous sommes à la veille de la proclamation de l'indépendance du Southern Cameroun. Le 1er octobre, ils ont annoncé. Le 1er octobre prochain. Et donc, c'est un problème que nos gens de Yaoundé semblent traiter avec une légèreté qui m'a frappé. J'ai vu le ministre de la Justice à Bruxelles, vraiment traiter ça avec la main gauche d'une manière qui m'a sérieusement interloqué. Et donc, si les gens ne peuvent pas comprendre que cette question fondamentale est une question qui est liée à l'ensemble du Cameroun. Parce qu'en fait, les francophones auraient dû se mettre avec les anglophones pour revendiquer la question de la gouvernance en général. Est-ce qu'il s'agit de questions de gouvernance? Oui, il y a ça. Il y a absolument cette question de gouvernance. Fondamentalement, c'est parce que les manchots qui ont commencé, ils revendiquaient les routes, l'eau potable. On appelle ça Kaufin Revolution. C'est vrai. Il a pris un cercueil, il a dit que enterrez-moi ici, une fois. Bon, il est en prison. On ne l'a pas libéré. Oui. On a libéré plutôt les autres qui sont venus après. Alors qu'il doit être libéré. Puisqu'il revendiquait quelque chose qui est fondamental et qui nous concerne. Et c'est là où je vais, pardon, ne me coupez pas vite la parole parce que je vais chuter là-bas pour dire que je suis avec le professeur Messanga. Pourquoi? Parce que, oui, nos chefs d'État semblent également dans la revendication, à la suite de leur Bobia, semblent dans la revendication comme les Oumniobé. Mais pas avec la même virulence, avec son tempérament. Pourquoi? Parce que il revendique la place de l'Afrique et non du Cameroun. Mais je prends un mot quand il dit que au moins la Chine ne nous prend pas tout, pour indiquer qu'il y a certains partenaires qui nous prennent tout. Donc, s'il n'est pas capable de résister à ces partenaires qui nous prennent tout par la force, ça veut dire qu'il a une négociation par la diplomatie qui n'est pas porteur. Je ne peux pas le comparer avec les Oumniobé. Je dis simplement qu'il essaie de les copier, de revendiquer. Mais comme les autres, Aïdjo également, essayaient de revendiquer. Mais quand même, nos pères fondateurs étaient prêts à donner leur vie. Ce qui est différent avec ceux qui sont au pouvoir. Parce que, il n'y a pas que les Martin Paul Samba, etc. Dans le sud, vous avez les Osanda Afana, qui est un grand économiste, qui est le professeur, non? Professeur d'économie, qui enseignait dans les facultés, mais qui s'est retrouvé dans le maquis et qui a été abattu dans le maquis. Les gens aujourd'hui disent qu'ils sont des patriotes. Ils sont dans leur bureau climatisé ou sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas qu'il faut revendiquer, descendre dans la rue pour revendiquer. Il y a les Abel et Yenga qui, dès le départ, sont là, dans le maquis, dans la revendication. On a eu Abel et Yenga dans le sud qui a affronté, était le premier à affronter Aïdjo à une époque où personne n'osait. On a eu des gens comme les Wungli Masanga qui, comme il n'est pas mort, on ne le sanctifie pas. L'Endé Toumaza. L'Endé Toumaza et tout ça. Donc il n'y a pas eu que les... Je vous en prie, restons un peu sur ce sujet de la crise anglophone avec vous, Alain Djipou. Il y a cette correspondance qui a circulé dans les réseaux sociaux et dans la presse a également fait état. Cette correspondance publiée par la Foreign and Commonwealth de la Grande-Bretagne sur cette réaction à une requête d'un groupe sécessionniste qui a interpellé le gouvernement britannique, dans lequel justement ce gouvernement rappelle qu'il reconnaît le référendum de 1961 au cours duquel la partie anglophone s'est unie donc à la partie francophone et a voté dans son rattachement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite victoire à l'actif du gouvernement aujourd'hui, cette reconnaissance, le fait que le gouvernement britannique dise aujourd'hui qu'il reconnaît cet attachement de la partie francophone à la partie anglophone du pays? Est-ce que c'est une petite victoire dans du côté, disons, de ceux qui ne sont pas pour la sécession? Je ne pense pas que ce serait indiqué de considérer la chose comme une victoire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on respecte la vérité historique. Les faits sont là, il faut les sacraliser. Qu'est-ce qui est fait, justement? Les faits, justement, c'est qu'à un moment donné, nos compatriotes de l'autre côté du Mungo voulaient effectivement être rattachés au Nigeria. Il a fallu, n'est-ce pas, qu'on organise ce qu'on a appelé un référendum, qui a été peut-être un marché de dupes. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'histoire.
Et finalement, on les a plus ou moins contraints à se joindre à la partie occidentale du Cameroun. Donc je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que peut-être il faut également mettre en exergue, il faut faire peut-être un lien entre ce que vous évoquiez là et la tentative de l'introduction de la reine d'Angleterre dans la gestion de cette crise aussi, qui n'a pas connu un aboutissement heureux avec cette doléance des sécessionnistes qui a été plutôt rejetée. Pour dire quand même qu'aujourd'hui on ne peut pas se bomber le torse de dire que nos frères anglophones sont en train d'être suivis par des leaders mondiaux et qu'ils ont gain de cause, on peut donc commencer à jubiler du côté de Bamenda et de Boya. Non, non. C'est pour dire simplement que, en fait, nos frères font feu de tout bois pour faire entendre raison à qui de droit. Ils multiplient des stratagèmes, ils multiplient des possibilités de rencontres en haut lieu avec des personnes les plus influentes de la planète pour pouvoir faire entendre raison, pour pouvoir expliquer leurs problèmes, pour pouvoir exprimer leur mal-être, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment suivis ici au pays. On ne les écoute pas beaucoup. Encore qu'il n'y a jamais eu ce cadre d'échange, de dialogue, de concertation qu'ils revendiquent pour que, effectivement, on essaye d'aborder toutes les questions liées à cette crise-là. Mais pour moi, en tant que compatriote, en tant que Camerounais patriote, j'estime qu'on n'a pas besoin d'aller vers une partition du pays. Nous avons besoin de conjuguer nos efforts. Nous avons besoin de batailler pour sauver notre unité. L'unité de Cameroun n'est pas vraiment, de mon point de vue, négociable à ce niveau-là. Professeur Mjangayamding, sur ce sujet de cette lettre justement du gouvernement britannique qui dit reconnaître ce référendum, quelle est votre réaction? Est-ce que ça peut influer aujourd'hui sur le déroulement de la crise, ou alors la crise, les tensions dans les régions du nord-est et du sud-est? Oui, c'est vrai que il y a ce qu'on appelle les influences extérieures, les groupes de pression peuvent amener les États à conforter leur position ou parfois à revoir leur position. Et ça, je le savais. La Grande-Bretagne a ses problèmes avec l'Irlande. Les Belges ont leurs problèmes entre Wallons et Flamands. Vous avez vu récemment en Espagne, il y a les Catalans qui veulent leur indépendance. Et sur ce plan, la communauté internationale, au sens de communauté d'intérêt, a bien conscience que on ne peut pas jouer avec ce qui est en train de se construire au Cameroun. Pour deux raisons. D'abord, les acteurs décisifs visibles ne sont pas de l'indépendance, ne sont pas visibles. Et puis à côté même du Cameroun, n'oubliez pas qu'il y a aussi le Biafra. Donc on ne peut pas jouer avec cette affaire. Alors maintenant, où se trouve donc le problème? Le problème pour moi est de notre propre responsabilité. Deux acteurs sont responsables de ce qui nous arrive. D'abord les acteurs administratifs de l'État camerounais postcolonial, et particulièrement les hommes et les femmes sur qui le président Paul Biya, que je soutiens, a porté leur choix. Ils n'ont rien compris de cette crise. D'abord, quand on dit anglophone, ils vous disent qu'il n'y a pas de problème anglophone. Non. Il y a deux définitions du mot anglophone. Un anglophone, au sens classique du terme, c'est quelqu'un qui parle anglais et qui est rattaché au Commonwealth. C'est pareil pour un francophone. Mais il y a un sens socio-anthropologique de la terminologie d'anglophone. Un anglophone, normalement, anthropologiquement, c'est celui qui a été colonisé par les Britanniques. Et un francophone, c'est celui qui a été colonisé par la France. Exact. Que vous parlez français ou pas, ou anglais ou pas, vous êtes anglophone parce que vous avez une autre culture. Exact. Et vous avez subi des facteurs qui font que vous êtes différent des autres. Alors, responsabilité administrative. Regardez, moi, je vais vous démontrer ça. Heureusement que moi, j'écris aussi au président de la République. Moi, je regardais administrativement. Regardez, un anglophone, sous le renouveau, n'a jamais été ministre des Finances, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Enseignement supérieur. Prenez même les secteurs éducatifs du Cameroun. Moi, j'ai des larmes aux yeux, moi qui accompagne le président Paul Biya politiquement dans la gouvernance, que même les trois pôles d'éducation, l'enseignement supérieur francophone,
le ministre est un francophone, mon ami Fama Ndongo. L'enseignement secondaire, c'est Ngale Bibé. Et puis l'éducation de base, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est de la folie administrative et suicidaire. Allons plus loin. Prenez la présidence de la République. Le président est francophone. Le secrétaire général de la présidence de la République est francophone. Le secrétaire général de la présidence de la République est francophone. Le directeur de cabinet civil est francophone. Il n'y a même plus de secrétaire général adjoint depuis la mort de mon collègue. Il s'agirait donc d'une frustration née de la mauvaise... Je suis, permettez-moi, je vous en prie, allez-y. Pour les auditeurs et les téléspectateurs, c'est très important. Parce que nous sommes très sérieux tellement nous aimons votre émission. Et vous verrez que la présidence n'a pas l'anglophone pratiquement, hormis à évoquer et enfermer là-bas comme secrétaire de la sécurité présidentielle. Et maintenant, sortez du cadre institutionnel. Moi, je suis professeur de diplomatie. On parle aux gens en diplomatie du protocole d'État. On vous dit, numéro 1, c'est le président. Numéro 2, c'est le Sénat. Numéro 3, c'est le président de l'Assemblée. Numéro 4, c'est le président du Conseil économique et social. C'est ça. Les anglophones viennent en 5e position. Où est un anglophone parmi les 2 premières personnalités de l'État? Moi, j'ai rencontré Foncha avec Ateba Yene. Donc, vous voyez que c'est un désordre administratif que j'ai appelé coup d'État scientifique. Je termine avec le Parlement. Allons maintenant au Parlement. Comme vous pensez qu'il n'y a pas de problème anglophone. Les biaïs vous démontrent qu'il y a un problème anglophone. Le président de l'Assemblée, c'est un francophone, Kavaï Djibril, et le président du Sénat, c'est un francophone. Vous voyez donc que sur le plan administratif, les gens ont échoué. Les gens ont trompé le président. Les gens n'ont pas voulu dire au président qu'il y a un problème anglophone en termes de représentation. Et puis je termine sur le plan politique. Quand la crise se déclenche, mais regardez les prises de position. Rapidement, professeur. Et je termine là-dessus. Sur le plan politique, j'ai eu le courage. Au moment où certains disaient que on doit me renvoyer une fois de plus à un conseil de discipline dans mon parti, quand j'ai dit écoutez, il y a des pushistes, des anciens pushistes. À tort ou à raison, j'ai cité à l'époque les Gandhi Fendi, j'ai cité les Marafa, j'ai cité les autres ils ont occupé des postes, on a négocié avec eux. J'ai cité également, le Cameroun a négocié avec les terroristes de Boko Haram. Très bien. Et puis, pourquoi ne pas négocier donc avec ces gars du consortium? Je suis donc en vous démontrant que, là encore, moi j'ai écrit au président. Le président de la République, je le remercie parce qu'il m'a suivi. Il a dit, on libère. Regardez encore, les bandits de la République viennent de dire, certains. Le président n'a pas parlé de certains. Donc moi, je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire, franchement, que ces gens arrêtent. Ils ont déjà confisqué l'État avec les loges, les sectes, tout ce que nous connaissons. Albertine. Il est temps quand même qu'on libère tout le monde. Après, parce que c'est ça l'intention présidentielle. Albertine, avec la permission, juste une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais quand même vous faire remarquer que le professeur, dans sa démonstration, a soigneusement évité son propre parti. Il évite de dire qu'au RDPC, le président national est francophone. Il hésite de dire que... Il hésite de... Non, c'est bon pour l'analyse. C'est bon pour l'analyse. Il faudrait commencer par balayer dans sa... Vous n'êtes pas juriste, j'ai dit administratif et politique. Très bien, allez-y. Faites attention, l'administration, ce n'est pas le RDPC. Allez encore à l'école. On sait très bien ce que vaut votre administration avec le Je vous en prie. Vous pas besoin, professeur. Je suis prêt à me battre pour que vous... Non, j'en ai pas besoin. Edmond Kambi, allez-y. C'est clair. Edmond qui est en doctorat, il peut vous dire. Allez-y. Ça ne fait pas du mal de venir à l'IRIC. Allez-y, Edmond Kambi, rapidement. Le RDPC n'est pas l'administration. Allez-y. Le RDPC, c'est le produit de l'administration. Allez-y, oui. Voilà, professeur, Voilà. je voudrais juste nuancer vos propos. Oui. Par rapport notamment au protocole de l'État et par rapport à toutes ces personnalités que vous avez citées, pour montrer qu'en réalité, je ne contredis pas les faits que vous avez évoqués, mais je veux contredire un mécanisme qui est à l'origine de cela. Vous dites qu'il n'y a que des francophones qui occupent les fonctions essentielles Dans l'administration. dans l'administration. Vous dites que vous êtes biaïste. Oui. Je voudrais rappeler que c'est Paul Biya qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Non, C'est lui qui nomme toutes ces personnes qui figurent dans le protocole de l'État. C'est-à-dire, c'est lui qui nomme le Premier ministre. C'est lui qui nomme le président du Conseil économique et social. Il est président national du RDPC. Oui. Il peut proposer, dans le cadre du renouvellement, n'est-ce pas, de l'équipe qui va diriger le Sénat comme l'Assemblée nationale, un anglophone. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas proposé
un anglophone au sein de son parti pour être président de l'Assemblée nationale ou président du Sénat. Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est Paul Biya. Donc, vous ne pouvez pas. Une seconde, vraiment, je vous prends une seconde. Oui. C'est parce que le président Paul Biya est entouré et pris en otage par des hommes qui sortent des sectes, qui sortent des réseaux au point où le président, moi je dis qu'il est pris en otage. Vous avez raison. C'est pourquoi le jour où les biaïstes et les vrais militants seront à ses côtés, je vous garantis que les choses Vous me donnez une belle perche, je vous en prie. On va passer rapidement. Vous me donnez une belle perche là pour aborder l'autre sujet. Moi, sur je cette... vais terminer. Vous aurez l'occasion de revenir si vous voulez. Le temps passe, je vous en prie. On ne peut pas rester sur ce sujet. D'ailleurs, celui-là aussi, en bas de pas à ce sujet sur la crise anglophone. Je veux parler de ce remaniement ministériel. Dont la presse parle. Je vous en prie, Maître Jean de Dieu Momo. Quand vous aurez la parole, vous aurez l'occasion de revenir si vous le voulez sur cette crise anglophone. Je voulais parler de ce remaniement ministériel, justement, professeur Messanga Mding. Est-ce que ce serait l'occasion, ce sera avec vous, hein, Jean de Momo, est-ce que ce sera avec vous? Est-ce que ce serait l'occasion, justement, de revenir sur ces points que venait de citer le professeur Messanga Mding? Il n'y a pas assez d'anglophones dans les postes clés du gouvernement. Est-ce le problème? Est-ce qu'un remaniement ministériel tel que l'annonce la presse dans les prochains jours pourrait permettre de corriger ce qui semble, selon vous, être une erreur de gouvernance? Je sens que, oui, je pensais que vous n'alliez pas me donner la parole pour le problème anglophone, mais je vais quand même m'impliquer là-dedans. Je réponds directement à votre question, que je pense que c'est une occasion pour le président de la République de rectifier les choses. Je crois qu'il a déjà commencé. Il a créé une commission du bilinguisme qui va travailler là-dessus, la multiculturalité, ce qui est déjà une bonne chose. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a un problème anglophone, n'en déplaise à certains francophones qui pensent qu'il n'y a pas de problème. Deuxièmement, il a créé, vous avez déjà le doigt levé comme si vous m'arrêtez là. Donc, deuxièmement, il a demandé qu'on organise le recrutement des magistrats et des greffiers anglophones. Ce qui prouve qu'effectivement, il a réalisé qu'ils avaient été lésés. Et donc, autrefois, sous le fédéralisme, il y avait un président qui était francophone et un vice-président qui était anglophone. À l'Assemblée nationale, c'était pareil, il y avait un président qui était anglophone, etc. Mais depuis un certain temps, ceux que le professeur Messanga Mding est en train de dénoncer, les dinosaures qui sont au pouvoir et qui entourent M. Paul Biya, on fait en sorte qu'on ne nomme plus que les bêtises chez eux, ou une certaine catégorie de personnes qui leur appartient. Et en fait, c'est que le président ne nomme pas, le président ne connaît pas tout le monde. Il y a des circuits qui se sont créés à la présidence de nomination. Il y a même un marchandage là, si vous avez de 20 millions, etc., on peut vous nommer ministre. Parce que mais il faut trouver le circuit. Le réseau. Si vous retrouvez le réseau, vous allez au réseau, vous donnez votre argent et on va mettre votre nom sur la liste. Okay. Donc il y a des gens comme ça. Moi je connais, on va parler de certains qui ont acheté comme ça. Et qui sont en fonction. Et qui sont en fonction. Oui, d'autres en prison. L'autre que je connais est en prison parce qu'après il a beaucoup bouffé l'argent. Parce qu'on te dit que de toute façon, 3 millions c'est rien, tu vas récupérer ça en un clin d'œil. Et cela est vrai, puisque c'est devenu un mercantilisme. La fonction ministérielle est devenue une sorte de marché, où quand vous pouvez investir tous vos millions, et vous savez que non, en un an, mon frère, vous allez quand même... Il y aura retour sur investissement. Donc de ce problème, le problème anglophone existe, et les francophones ne veulent pas comprendre que on a affecté des magistrats francophones dans les zones anglophones où une vieille mère qui n'a jamais entendu parler français vient à la barre et on lui dit qu'il faut le traducteur. Où on a envoyé des enseignants francophones enseigner les petits anglophones, où il est question de... Il y a eu redéploiement quand même, des magistrats. Ne défend pas le résultat. Il y a eu redéploiement, je ne défends pas. Non, des mesures ont été prises. Des mesures ont été prises. Les mesures correctives ont été prises pour montrer qu'il y a effectivement un problème. Alors, les anglophones qui continuent à dire qu'il n'y a pas de problème sont vraiment maladroits et sont de mauvaise foi. Parce que cela ne suffit pas. Depuis 1960, quelle est la route qui peut relier le sud-ouest au nord-ouest sans passer par l'ouest? Très bien. Vous pouvez passer de Bouya à Bamenda. Vous pouvez passer de quelle ville anglophone
En réalité, le bas blesse où on est même en train de séparer le sud-ouest du nord-ouest pour mieux régner. Très bien. On demande Alors, que vous êtes Sawa et vous êtes Bamileke. Je vous en Il y a prie. les Anglo-Bamileke et les Anglo-Sawa. Sur la question du remaniement ministériel, Edmond Kamga, c'est pas la première fois, j'aimerais qu'on reste sur ce sujet-là, c'est pas la première fois que la presse en parle, croit sentir des odeurs de remaniement, de réaménagement, si vous voulez. Pourquoi cette fois-ci, on a l'impression que l'on est peut-être sur une piste sérieuse, d'après les réactions des observateurs, de ceux qui lisent les journaux, on a l'impression qu'on est sur une piste sérieuse cette fois-ci, et peut-être que la presse a flairé quelque chose d'un peu plus sérieux, on pourrait peut-être entendre parler de remaniement dans les prochains jours. C'est vrai que le remaniement ministériel annoncé par la presse a toujours été un serpent de mer, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais cette fois-ci, je crois que les fins limiers, les journalistes d'investigation ont de bonnes raisons de croire que quelque chose est en train de se préparer, notamment en relation avec la crise anglophone. Et vous avez vu, un certain nombre de mesures ont été prises, prescrites par le chef de l'État, ont été appliquées par les ministres de la Justice, des enseignements secondaires, l'enseignement supérieur. Et on attend, parce que l'aboutissement, enfin, la première partie de l'aboutissement, c'est un remaniement ministériel qui permettrait justement de corriger tous les manquements qu'on a évoqués sur ce plateau. Des ministères qui n'ont jamais été occupés par des anglophones. En tout cas, certaines indiscrétions nous laissent penser que c'est une possibilité. Mais tant que ce gouvernement-là n'est pas encore sorti, on ne peut pas le dire de façon péremptoire. Il y a autre chose. C'est que dans le passé, c'est quand le chef de l'État se déplace comme actuellement à l'ONU, à New York, puis probablement à Genève, c'est alors qu'un remaniement ministériel était annoncé et puis effectivement il y avait un remaniement ministériel. Est-ce que ce remaniement va sortir en tenant compte des mêmes usages? C'est-à-dire que après le détour de New York et Genève, on va voir le remaniement. Est-ce que ça va se passer ainsi? Ou alors le chef de l'État va rentrer avant d'annoncer son nouveau gouvernement? On ne sait pas encore. Mais toujours est-il que cette fois-ci, il y a eu effectivement des consultations. La presse semble qui ont été supervisés, n'est-ce pas, de très près par le chef de l'État. Et on pense que cette fois-ci, c'est peut-être une bonne information qui va en sortir. Il n'y a pas que la crise anglophone, Alain Djipou, il n'y a que de manière générale, l'on condamne depuis l'inertie presque totale de ce gouvernement. Quelle est l'opportunité de faire un remaniement ministériel aujourd'hui, un réaménagement s'il intervenait à un an, par exemple, d'une échéance électorale comme celle que nous attendons en 2018? Pour moi, le vrai remaniement que les Camerounais attendent, c'est le remaniement de l'exécutif dans son ensemble. C'est-à-dire que... c'est pas un remaniement. Excusez-moi. Je vous en Non, je veux corriger. Pardonnez-moi. Permettez que j'avance. Permettez-moi que j'avance. Remaniement. On ne parle pas d'élection. Ne nous faites pas Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. Je dis bien vous avez la parole. Ce que j'attends du remaniement, c'est que l'exécutif soit complètement balayé. Je parle bien français. Allez-y. Et je dis que pour moi, je n'attends rien de ce gouvernement qui sera réaménagé ou pas. Ce qui est important pour moi, en tant que patriote, en tant que Camerounais, c'est de savoir quelles sont les perspectives pour 2018. Parce que nous savons que c'est une échéance capitale pour nous autres. Parce qu'on devrait, tout ce qu'on a énuméré ici sur le plateau, ça relève de la malgouvernance. Ça voudrait tout simplement dire que le régime a lamentablement échoué. Et il est donc temps de passer à autre chose. Vous n'avez pas encore les résultats de 2018? S'il vous plaît. Je peux vous les donner, là. S'il vous plaît. La canne se prépare. Peut-être que Maître Momo fait déjà dans le vaudou électoral. Je voudrais simplement vous lui dire que pour l'instant, nous n'en sommes pas encore au résultat. Je voudrais dire, pour poursuivre que, effectivement... Non, c'est scientifique, il ne comprend pas. Non, vraiment. D'accord, je vais lui expliquer. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Vous allez exhiber vos supputations électoralistes, libre à vous. Ce ne sont pas des supputations, s'il vous plaît. On ne peut pas parler de science. Allez-y. Donc moi, je voudrais tout simplement dire qu'en l'état actuel, les attentes du peuple camerounais, ce n'est pas de savoir qu'on a touché un X au gouvernement ou pas. C'est de savoir si les actions concrètes sont posées pour que l'avenir de ce pays soit vraiment pris en main par des personnes qui pensent à leur pays et rien qu'à leur pays. Deux secondes, pardon. C'est vraiment simple. L'élection se gagne par l'inscription sur les listes électorales. Au 31 août 2017,
nous avons enregistré à peu près 6 400 000, sur lesquels 5 800 000 ont retiré déjà leur carte. C'est-à-dire 5 800 000 sont capables de voler. De voter. Et dans les registres électoral, depuis 2004, le parti au pouvoir a une marge de 3 millions assurés, fidèles, qui sont toujours sur les listes. Ils sont 2004, 3 millions et poussière. 2011, ils sont 3 772 000 qui ont voté Paul Biya, alors que nous étions également à 6 millions au total d'enregistrés, et 552 000 pour M. Frondi qui était deuxième. Et donc, mutatis mutandi, selon la science politique et une étude statistique, vous reportez les élections de 2011 à 2018, au regard du nombre des inscrits, vous verrez que c'est 3 772 000 garantis, moins peut-être un pourcentage de ceux qui sont morts, etc. Il lui reste 3 500 000 maximum contre 2 500 000. C'est-à-dire la soustraction. C'est mathématique. De toute façon, moi j'étais premier dans ma matière. Et il y avait aussi les faibles. Il y avait les gens qui étaient derrière, qui partaient chercher le bâton pour nous taper. Donc quand je dis là, je vous parle de science. Je suis assis avec une certaine majesté pour en parler. Et donc je ne demande pas. Gagnant. Très bien. Et pas gagnant, sauf si vous travaillez maintenant, ceux qui ne sont pas inscrits, ils sont 20 millions. Sur une population de 26 millions, il y a 6 millions qui sont inscrits. Il y a 20 millions d'hommes à peu près qui ne sont pas inscrits. C'est-à-dire 20 millions contestent le système électoral et ne sont pas inscrits, n'ont pas une carte électorale. Et ceux qui sont inscrits, il n'y a que le RDPC qui s'est inscrit. Donc, si vous voulez gagner en 2018, il faut travailler donc sur les 3 700 000 dont dispose le pouvoir. C'est eux qu'il faut diviser en deux. Professeur la science, c'est ça. Sur la question du remaniement ministériel, on reste avec ce sujet. On vous sait très proche quand même du sérail. Est-ce que la presse a raison de penser que quelque chose de la sorte se prépare avant de revenir même à l'opportunité de ce mouvement s'il intervenait? Est-ce que la presse a raison de penser que ces mouvements, c'est proche quand même du palais? Est-ce que la presse a fait quelque chose de sérieux cette fois-ci? Vous savez, le seul détenteur de ce que j'appelais du pouvoir à remanier, c'est le président Paul Biya. Et je voudrais toujours rester dans les analyses. Je voudrais vous faire remarquer que en 35 ans de pouvoir, le président Paul Biya n'a effectué que 5 remaniements ministériels. Ce qui n'est pas... qui peut nous amener à nous poser des questions. Vous savez, Laurent Fabius, lorsqu'à son temps, le président Mitterrand avait reçu le général Jaruzelski, Fabius, qui était un grand mitterrandiste pour la première fois, avait dit qu'il était troublé. Et c'est mon cas, je suis troublé. Et ça me permet de dire que, quelque part, mon champion est pris en otage. Ça, c'est d'abord pour l'observation. Maintenant, est-ce qu'un remaniement peut nous faire du bien? Oui, beaucoup de bien. Parce que nous avons évoqué la dynamique, l'absence de dynamique représentative au sein du gouvernement, au sein des institutions, mais on peut aussi aller très loin. Quand vous observez les forces de défense et de sécurité, le CED, le secrétaire d'État, mon ami Ibouka, il est francophone. Mbargangele est francophone. Quand vous prenez l'état-major des armées et les différents états-majors, il n'y a pas d'anglophone là-bas. Je suis en train de vous démontrer pourquoi un bon mouvement peut nous permettre de corriger le tir. Oui. Et je vais encore plus loin. Si moi j'étais ministre un jour de la République, je mettrais l'accent aussi sur certains secteurs. Prenons le cas des écoles de formation. Le directeur de l'ENAM, c'est un francophone. Le directeur de l'IRIC, c'est un francophone. Le directeur de Polytechnique, c'est un francophone. Le directeur de l'ESTIC, c'est un francophone. Le directeur de l'EMIA, c'est un francophone. Vous voyez que là aussi, au niveau des écoles, qui donnent la chance aux enfants, parce que c'est au sein de la fonction publique qu'on mobilise les projets de développement, personne ne peut le nier. Là encore, il n'y a pas d'anglophone. C'est pourquoi je voudrais amener Alain, qui est dans un sommeil profond, en termes d'analyse, de se réveiller un peu, pour qu'ils comprennent que on est dans une période très difficile pour le président de la République.
il a été trahi, il est très fragilisé. Et ça, c'est un biaïste qui vous le dit en termes de gouvernance. Quand vous voyez les problèmes de l'eau, les problèmes de chômage, les problèmes d'électricité, regardez, même ces décisions ne sont pas suivies. À la CDE, il dit, il met fin à la CDE, la Camerounaise des eaux, elle est toujours là. Regardez ici à Douala. Moi, j'ai discuté avec certains membres du gouvernement à Yaoundé, et même les membres du comité central. Le ministre du Travail dit aux délégués, mon frère et mon ami Ntonin, recrutez les personnels, les délégués de personnel qui sont là. Il dit non. Donc vous voyez que il est temps de frapper la main sur la table. Oui. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à défier mon champion. L'homme que nous soutenons. C'est vous dire qu'un remaniement avec des hommes déterminés, des hommes purs et durs, eh bien, peut changer quelque chose d'autant plus que depuis son élection, Albertine, là c'est le politologue qui parle. Vous savez que le président Paul Biya n'a fait qu'un seul réaménagement. Il est en train de faire 7 ans avec des gens qui l'ont pris en otage. Vous savez, regardez l'échec de Sarkozy. Malheureusement, il a longtemps gardé Fillon. Oui. Regardez l'échec de Hollande. Malheureusement, il a longtemps gardé ses 2 premiers ministres, Manuel Valls et puis Jean-Marc Ayrault. Pour gouverner, il faut même opposer des antagonistes dans les régions. Très bien. Malheureusement, le président Paul Biya a cru qu'il pouvait faire confiance à certains. Je dis pour certains, vraiment je me permets de le dire. On a des milices en prison, les secrétaires généraux, certains bandits à des postes. Et je pense que ce remaniement est nécessaire pour booster la société et puis pour préparer son élection. D'ailleurs, vous savez que s'il ne parle pas à l'élection présidentielle, c'est moi qui parle dans le RDPC. Donc je pense que tout ça peut contribuer à booster et à bien préparer 2018. Et je remercie Maître Momo. Je suis d'accord avec lui, vraiment, que les opposants s'entendent. Parce qu'ils ont dit, on va inscrire. Mais à l'état actuel des choses, personne ne peut battre Paul Biya ou Wessama Nyamding à une élection présidentielle. Je veux bien comprendre la réaction d'Alain Djipo qui choisit finalement les hommes qui gouvernent, les hommes dont on reproche d'inertie aujourd'hui dans le gouvernement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le président de la République n'est pas comptable de ce que c'est en train de se passer, puisque c'est lui qui choisit les hommes? C'est lui qui opère le casting. C'est lui le chef de l'État. C'est-à-dire que celui qui coiffe tout. Il nomme, il démet. Et quand ça ne marche pas, il doit assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire voir le vin jusqu'à la lie. Maintenant, il lui revient de corriger le tir quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, comme c'est le cas depuis un certain nombre d'années. Et puis, je voudrais rester sur la crise anglophone pour dire que ce remaniement doit être un acte fort, notamment en relation avec la crise anglophone. Tout à fait. Les ministres, que je ne vais pas citer, qui ont nié l'existence de la crise anglophone, doivent partir. Sont les premiers à partir. Doivent être les premiers à partir. Ce ne serait que logique. Ce ne serait que logique. Et ensuite, parmi ceux qui vont entrer, il faudrait que ce soit des gens d'une telle intégrité, d'une telle probité, d'une telle compétence. Il y en a dans ce pays, y compris même dans le RDPC, qui sont capables d'apporter aux Camerounais ce qu'ils attendent, c'est-à-dire d'être dans un ministère où ils... Regarde, je prends un seul exemple, dans le gouvernement actuel. Regardez ce que font 2 ministres, le ministre des enseignements secondaires et le ministre délégué à la présidence chargée de l'armée. Ils ne sont pas anglophones. Ils ne sont pas anglophones, mais il serait souhaitable que parmi ceux qui vont venir, on voit des actes forts, une certaine dynamique qui soit impulsée par des ministres comme ces 2 que je viens de citer, que je ne connais pas particulièrement, mais qui sont, à mon sens, ceux qui montrent quand même que ça peut bouger là où ça ne marche pas. Il faudrait que des anglophones soient... Et leur part dans ce gouvernement. En étant d'accord avec Edmond Kangia et Mesaga Nyamdi, je dois quand même ajouter que c'est trop facile de jeter la pierre au chef de l'État pour les nominations. Oui, il doit assumer. Moi, je suis un chef de parti. Et je procède quelquefois à des nominations dans les régions du Cameroun. Et je puis t'assurer que pour que je nomme quelqu'un à Bertois, il faut que mon responsable de là-bas puisse me l'indiquer. Je lui ai dit qu'il faut que le coordonnateur qui est en place puisse me proposer telle personne. Parce que je dis que voici le profil de ce que je veux. Voici le profil de telle personne que je recherche comme ça. Et c'est eux. Bon, il m'est arrivé également de nommer des gens qui n'ont pas tout à fait répondu à mes attentes.
Oui, mais sans vous couper. Mais que vous avez enlevé, j'imagine. Voilà. Donnez-moi une seconde, je vais vous dire aussi. Rapidement, Vous perdez toujours tout mon temps. Oui, c'est Mais ça important, fait rien je plus. voudrais quand même avoir votre position et les téléspectateurs là-dessus. Le problème des mutations et des nominations au Cameroun, c'est que les gens sont hypocrites. Ateba Yene pas son âme et moi avons publié un livre, Le Cameroun sur la dictature des loges, des sectes et du Magicoanal. Est-ce vrai que quand vous prenez l'armée, 70% des personnes promues sont soit francs-maçons, soit dans les loges, soit homosexuels? Quand vous prenez l'université, est-ce vrai que soit 80% des professeurs des universités aujourd'hui sont soit dans les loges, soit homosexuels? Quand vous prenez la magistrature, est-ce vrai que ce même phénomène se reproduit à 80%? Quand vous prenez la médecine, donc écoutez, ce qui me choque moi, c'est que certains prennent les autres pour les fous. Moi j'ai envie de dire que l'échec actuel de la gouvernance sectorielle au Cameroun, ce sont les gens des loges. Ces gens sont responsables de ce qui nous arrive parce qu'on a beau crier, on a beau dire que ça ne va pas, au-delà des étiquettes politiques, ce sont ces gens qui ont nommé leurs frères incompétents partout. Exactement. Et je crois que, prenez même le corps des avocats, et je vous dis beaucoup en nous regardant son maintenant. Alors, je veux vous dire que quand on parle donc de promotion et des trucs attendus, rien ne changera s'il n'y a pas une rupture. Mais allez au palais. Moi, je vous dis que je suis cette rupture. Prenez les conseillers spéciaux, prenez les conseillers techniques, prenez les attachés, allez au premier ministère. Très bien. Quel est ce hasard qui voudrait que partout où les gens sont promus, soit ils ont des triplets, des pochettes à une tête, deux têtes, 6 têtes, 8 têtes, pyramidales, ils ne se cachent même plus. Très bien. Et qu'on vienne nous dire que les choses peuvent changer ce pôle bien. Non, moi je pense que pour aider le président, il faut mettre en avant deux choses. Un, le militantisme. Et puis, deux, la compétence. Moi, je pense mais professeur. Moi, je suis d'accord avec tout le monde sait que c'est vrai. Oui, je suis d'accord dans avec le corps administratif camerounais, ce sont les loges qui commandent. Ce sont ces loges qui sont aujourd'hui les partis. Pour ça, je vous en prie. Donc, nous devons changer cela. Je pense que, oui, je suis d'accord avec vous, professeur, que la déception des peuples, de notre peuple est assez grande. Parce que chaque fois que le président fait ses nominations ministérielles, franchement, dès qu'on lit après, j'oublie. Je ne peux pas vous citer le nom des ministres. Parce que ça ne m'intéresse pas. Le gouvernement ne m'intéresse pas. Il y a longtemps ça suffit. que ça ne m'intéresse plus. Parce que j'ai vu que c'était un groupement des gens qui ne m'intéressent pas. Donc, de ce point de vue, oui. Ce que je voudrais, ce n'est pas le militantisme, mais c'est le patriotisme. Le patriotisme et la compétence. La compétence et le patriotisme doivent revenir sur la scène. Et la prochaine nomination doit tenir compte de ce patriotisme-là et de la compétence. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime le Cameroun ou pas? Mais avant Alain Dupont, il y a 80% de peuple qui est analphabète politiquement, qui ne comprend rien et qui prend même la corde pour se pendre sans savoir qu'il est en train d'utiliser. Et Alain Dupont incarne une partie ici. Je suis désolé, je ne me reconnais pas dans votre cliché là, mais moi je voulais simplement dire que la question fondamentale c'est comment on fait donc, puisque ça saute aux yeux de tout le monde que on est sous l'emprise des loges. On est sous la dictature, pour reprendre l'expression du professeur. Comment faire pour en sortir? Je crois que c'est ça la question qui doit nous préoccuper. Voilà. Maintenant, non, moi j'ai mes analyses qui sont... Donc moi je voudrais simplement dire que au-delà des faits, des rappels des faits, d'énumérer un certain nombre de pans, des activités de la nation qui sont qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça le débat aujourd'hui. Je pense qu'il faut d'abord commencer par nettoyer les écuries d'Aujas afin que on ne mette plus de nouveaux vins dans les vieilles outres. Merci. Ça, c'est bien. C'est la fin de cette édition de Droit de Réponse. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu, professeur Messanga Amdi. Maître Jean de Dieu Momo, merci à vous, Alain Dupont et Edmond Kamga. Très bon dimanche à tous et à vous, chers téléspectateurs. Bon dimanche.